Alors bonjour à tous et bienvenue à notre troisième événement de l'année. Je suis ravie de vous compter toujours aussi nombreux. C'est un véritable succès. D'ailleurs, pour ceux qui ont manqué l'événement du mois dernier, je vous invite à vous rendre sur le site de ProRSE et de visionner l'enregistrement qui y a été fait. Le mois dernier, nous parlions de réduction et de compensation carbone, donc un sujet lié au pilier environnemental de la RSE. Aujourd'hui, c'est au tour de la gouvernance d'entreprise que nous nous retrouvons et nous en étions sûrs que le sujet de l'éthique allait susciter de l'intérêt. Des membres pro-RSE qui participent régulièrement et que je remercie pour leur fidélité et un certain nombre de nouveaux participants. Bienvenue à vous tous. Alors pour ceux qui rejoignent l'association pro-RSE ou du moins cet événement pour la première fois, permettez-moi de brièvement vous présenter l'association professionnelle Pro-RSE et ses missions. Alors, Pro-RSE est le premier réseau des professionnels de la RSE au Luxembourg. L'association a été créée il y a un peu plus de 3 ans pour faciliter les contacts, les échanges d'expériences et de bonnes pratiques et les coopérations entre les acteurs engagés. C'est une plateforme qui réunit ses membres mensuellement autour des différents sujets de la RSE. L'association compte aujourd'hui précisément 108 membres et nous pouvons nous en réjouir d'avoir réussi à constituer ensemble un tel réseau d'acteurs engagés. ProRSE rassemble aussi bien des directeurs d'entreprise, des responsables du développement durable et de la RSE, des responsables des ressources humaines, des responsables de qualité, des personnes en charge de la communication et du marketing et des experts sur des sujets spécifiques à la RSE, tous issus d'entreprises de différentes tailles et de différents secteurs. Pour rejoindre ProRSE, si vous n'êtes pas encore membre, c'est très simple. Il vous suffit d'envoyer votre CV et quelques lignes de motivation à contact@prorse.lu. Votre candidature sera alors transmise au conseil d'administration de ProRSE pour validation. Et alors, si vous êtes expert d'au moins un sujet de la RSE et que vous voulez partager votre expertise, ou si vous participez à la mise en place de la politique RSE dans votre entreprise, rejoignez-nous. L'adhésion se fait à titre individuel et coûte 75 € par an et par personne. Chaque mois, nous abordons une nouvelle thématique RSE proposée par un membre afin qu'il présente ses solutions ou ses bonnes pratiques et afin de permettre aux autres membres de s'en inspirer, de poser leurs questions et d'échanger. Et aujourd'hui, c'est au tour de Catherine Clément-Bergmans, membre pro-RSE, médiateur, consultante juridique et ressources humaines, coach et ancienne juriste d'entreprise, d'aborder le sujet de l'éthique comme composante essentielle d'une stratégie RSE. Catherine est accompagnée de Paolo Crea, ancien associé d'un cabinet d'expertise comptable, titulaire d'un master en philosophie et management et chargé de cours intervenant auprès des organisations pour y faire entrer la réflexion philosophique. Ensemble, ils parcourront les notions d'éthique, de morale, de déontologie, des termes que vous avez déjà très certainement entendus, voire même thématisés dans votre entreprise. Donc, sans plus attendre, je vais donc laisser la parole à nos intervenants. Chers participants, je vous inviterai à laisser vos micros coupés, à poser vos questions ou noter vos réflexions dans le chat. Et nous avons prévu un temps de questions-réponses à la fin des échanges. Donc, Catherine, Paolo, c'est à vous. Eh bien, tout d'abord, merci à ProRSE pour cette invitation. Merci à Morgane Essler pour son aide à la mise sur pied de cette conférence. Et puis, merci à Xavier Petitin pour sa précieuse aide sur le plan technologique. Il nous a bien aidé pour ce matin. Voilà, alors sans plus attendre, on va entrer très rapidement dans le vif du sujet. On a essayé avec Catherine d'avoir une approche un petit peu originale en essayant de combiner la réflexion philosophique et des éléments d'ordre plus méthodologique, juridique et documentaire. Alors, notre propos va s'articuler en 3 grandes parties. Tout d'abord, on va essayer d'expliciter des notions, c'est-à-dire de vous donner quelques clés pour pouvoir rentrer de plein pied dans le domaine de l'éthique. Ensuite, on passera à une partie qui s'appelle Penser l'éthique et la partie philosophique que je vais mener. Et ensuite, on passera à une partie Appliquer l'éthique, donc sur cet aspect plus méthodologique. En matière de notions, donc ce qu'il faut vraiment déjà différencier, c'est d'un côté le couple éthique et morale et de l'autre côté la déontologie, qui quelque part est une sous-partie de l'éthique, une sous-partie normée de l'éthique. Alors pour ce qui concerne le couple moral-éthique, il y a 2 grandes écoles, notamment au plan philosophique, hein, mais plus généralement aussi. Ceux qui pensent qu'il n'y a pas de différence entre la morale et l'éthique, et tout cela se fonde sur le fondement étymologique des
termes. Donc, morale venant de mores, du latin mores, et signifiant mœurs, coutumes, et éthique venant du grec ethos, qui signifie également mœurs, coutumes. Donc, pour ces gens-là, il n'y a pas de différence entre la morale et l'éthique. Il y en a d'autres qui pensent qu'au contraire, il y a une différence entre morale et éthique et qui donnent des définitions différenciées. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est notamment tous les philosophes qu'on appelle le spéculatif allemand. Mais pour faire simple, on va vous expliquer ce que c'est. Donc, la morale, dans un premier temps, donc la morale, c'est un ensemble de principes, de règles, de croyances et de valeurs, hérités de la tradition, de l'histoire, de la culture ou de la religion. Et ce qui est très important, c'est que ça a un caractère général et universel, et surtout, c'est donné depuis l'extérieur, du haut vers le bas, c'est-à-dire ce qu'on appelle de manière transcendante. Donc ça implique un raisonnement de type déductif, c'est-à-dire un raisonnement qui part du général pour aller vers le particulier. C'est par exemple ce qu'on trouve en matière de droit romain avec le code civil, si vous voulez, pour faire un parallèle juridique, où on a un ensemble de règles qu'on applique à une situation. L'éthique, alors des exemples pour bien comprendre. Donc, la morale s'applique plutôt à l'individu qui évolue dans la société, et donc elle ne concerne pas directement l'entreprise. C'est plutôt l'éthique. On parle d'éthique d'entreprise plutôt que de morale d'entreprise. Je donne quelques exemples de morale. Un précepte comme « aime ton prochain comme toi-même », on voit bien que ça a un caractère universel et général, ou ce qu'on appelle la règle d'or, qui est commune à de nombreuses cultures et à de nombreuses religions, traite les autres comme tu voudrais être traité par eux. Ça, c'est un élément qui relève de la morale. De même, le premier alinéa de l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit, ça a également un caractère universel et c'est inculqué par la tradition. Enfin, des commandements comme tu ne commettras pas de vol ou tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain relèvent également de la morale. Maintenant, l'éthique. Alors, l'éthique, c'est au contraire, enfin, c'est un peu différent puisque c'est plutôt du domaine de la réflexion sur ce qui est bon et mauvais au plan des valeurs, à partir d'une approche scientifique et rationnelle, c'est-à-dire que là, c'est pas uniquement une tradition qui s'applique, et le but, c'est de forger un jugement personnel, c'est-à-dire un jugement qui s'applique à des situations concrètes. Donc, d'aucuns disent que la morale, l'éthique, est en fait la morale appliquée, pour faire simple. Ça implique à l'inverse un raisonnement de type inductif, c'est-à-dire que comme dans la jurisprudence, pour reprendre le même parallèle par rapport au droit, on partirait du particulier pour aller vers le général. Des exemples pour bien comprendre. Donc, on voit bien que l'éthique s'applique à l'entreprise. Je vais vous donner quelques exemples qui sont assez parlants. Par exemple, toutes les problématiques de harcèlement au plan sexuel ou moral sur le lieu de travail relèvent de l'éthique. De même, une problématique par rapport à la discrimination en raison de l'origine, du sexe, de la religion, des orientations sexuelles, que ce soit à l'embauche, dans la gestion du personnel, dans les actes quotidiens du travail, dans la communication d'entreprise, ça relève du domaine de l'éthique. Idem pour des problématiques de conflit d'intérêts ou de véracité d'une expertise, bien que la véracité d'une expertise, par exemple, ça peut également relever de la déontologie, mais la déontologie est une sous-partie de l'éthique. Donc la déontologie, c'est un aspect normé de l'éthique. On l'a vu qu'elle n'est pas sur le même plan que la morale et l'éthique. Ça vient du grec déontos, qui signifie le devoir, l'obligation. On peut la définir comme un corpus de valeurs, de règles de fonctionnement clairement identifiées, propre plutôt à un secteur d'activité, à une corporation, à un métier, et souvent agrémenté donc d'un dispositif de sanction quand il y a des manquements, généralement concentré, résumé dans un code. Des exemples pour comprendre ce que c'est que la déontologie, donc elle concerne bien l'entreprise, par exemple l'anonymat des sources d'un journaliste, ça relève de la déontologie du journaliste, il doit protéger ses sources. Le secret professionnel dans des professions réglementées, par exemple les médecins, les avocats. Pareil pour la neutralité d'un juge, d'un médiateur. En comptabilité, l'image fidèle, sincère et véritable d'une comptabilité qui doit refléter la situation patrimoniale et financière d'une entreprise. Tous ces éléments-là sont des éléments d'éthique.
Donc, concernant la différence entre charte éthique et code de déontologie, en entreprise, parfois je vois qu'il y a des confusions qui sont encore présentes. Donc, ce qui est important de bien comprendre, une charte éthique va définir des principes, des valeurs, des règles de conduite qui vont guider chaque collaborateur dans la pratique quotidienne de son métier et comprendre qu'est-ce qui est la bonne conduite à adopter. L'éthique ne se résume pas simplement à la conformité à un ensemble de normes. En ce qui concerne le code de déontologie, là, on va plutôt faire référence à la culture d'une profession. Profession réglementée, comme par exemple voilà, la profession d'avocat, profession d'architecte, les médecins. Les règles déontologiques vont s'appliquer de manière identique à tous les membres du groupe, dans toutes les situations de la pratique. Et dans cette approche, on a une autorité de contrôle. Par exemple, au niveau des avocats, on a le bâtonnier qui joue ce rôle d'autorité de surveillance et qui est amené à recadrer des comportements qui seraient déviants, voire à sanctionner en cas d'infraction à certaines règles liées à la déontologie. Voilà, alors pour ce qui est de penser l'éthique, donc la partie philosophique, la première grande distinction en matière d'éthique à faire, c'est ce qu'on appelle la dichotomie entre éthique de conviction d'un côté et éthique de responsabilité. Alors, pourquoi questionner cette dichotomie, ce dualisme? C'est pour trancher ce qu'on appelle un dilemme éthique. Qu'est-ce que c'est qu'un dilemme éthique? Un dilemme éthique, c'est quand vous avez, et vous l'avez souvent dans vos métiers respectifs, des valeurs qui rentrent en conflit. Alors, la référence de cette dichotomie éthique de conviction et éthique de responsabilité, elle est due au sociologue allemand Max Weber. C'est certainement le plus grand sociologue. En Allemagne, vous avez Max Weber, et en France, vous avez Émile Durkheim. C'est vraiment les deux grands sociologues qu'il faut, à mon sens, retenir. Il l'a développé dans son œuvre qui s'appelle Le savant et le politique, dans laquelle il s'interroge en fait sur les motivations du savant, du scientifique et du politique. Le savant, lui, recherche la vérité, c'est-à-dire qu'il est dans ce qu'on appelle une neutralité axiologique, c'est-à-dire axios en grec, ça veut dire les valeurs. Un savant ne se pose pas la question des valeurs, lui, il cherche la vérité. C'est toute la différence avec un politique qui, lui, doit avoir des positionnements d'ordre politique, donc plus subjectifs et avec de l'engagement. Donc, pour faire simple, l'éthique de conviction, Gesinnungséthique en allemand, ce sont des principes moraux qui s'appliquent en toutes circonstances, sans considération de la situation de fait et des conséquences de l'action. C'est-à-dire qu'on reste sur des principes. À l'inverse, l'éthique de responsabilité, Verantwortungséthique en allemand, elle tient compte de la particularité de la situation et elle s'intéresse aux conséquences factuelles et en termes d'efficacité éthique. On regarde l'efficacité de la prise de position. Dans cette approche weberienne, il y a un arbitrage du dilemme éthique, et c'est ce que Weber appelle l'homme authentique, c'est-à-dire celui qui est en capacité de pouvoir faire le choix éthique, de se mettre en capacité de délibérer. Il le dit très clairement dans Le savant et le politique, il n'y a pas de position manichéenne sur le sujet, mais il y a vraiment une complémentarité des deux approches. Alors, on va prendre, pour bien comprendre tout de suite un cas pratique qui s'applique au domaine de l'entreprise. C'est le cas d'une entreprise, j'ai pris le cas d'une entreprise du secteur de la construction du génie civil. Donc, c'est cette entreprise qui est en difficulté financière, elle emploie 500 personnes. Elle risque de devoir licencier 30% de ses effectifs, 150 personnes, à défaut de trouver une grosse commande. Elle elle répond à un appel d'offres d'un État étranger pour la construction d'un complexe autoroutier. Et là, après différentes rencontres, le dirigeant, le directeur général de l'entreprise, évidemment, on lui fait savoir que s'il verse une commission occulte, il va obtenir ce marché. Donc maintenant, la question, c'est comment arbitrer le dilemme éthique à partir de cette dichotomie de Max Weber. Donc, il faut donc faire un choix entre l'éthique de conviction, c'est-à-dire rester verrouillé, attaché à ses principes, c'est-à-dire les principes d'honnêteté, les principes de ne pas rentrer dans des combines du type versement de commission occulte, ou une éthique de responsabilité. En tant que chef d'entreprise, eh bien, il faut sauvegarder 150 emplois, voire assurer le bien-être de 150 familles. Évidemment, il n'y a pas, comme le dit Max Weber, de solution tranchée. L'homme authentique, c'est celui
qui sait traiter la substance éthique, c'est-à-dire qui va prendre le problème à bras-le-corps en donnant toute sa place à la rationalité, mais aussi, et à l'honnêteté intellectuelle, mais aussi la place aux sentiments, aux émotions, sans pour autant uniquement les laisser parler tout le temps. C'est-à-dire il les contrôle sans les nier. Et ainsi, il participe à l'histoire, à l'écriture de l'histoire de son entreprise. Donc d'abord, il va questionner la culture d'entreprise. Il faut questionner la culture d'entreprise et celle du dirigeant. C'est-à-dire qu'on va se poser la question, mais quelles sont les valeurs qui sont véhiculées par l'entreprise ou à véhiculer dans le futur par l'entreprise? Quel est le caractère aussi et l'éducation du dirigeant? On le verra dans la dernière partie, dans ce qu'on appelle l'éthique des vertus, que c'est quelque chose de fondamental. Pareil pour la formation éthique. Est-ce qu'il a l'expérience de situations ambiguës de ce type? Et enfin, quel est son souhait? Veut-il faire évoluer son entreprise, même si cela a un coût humain, des licenciements, c'est-à-dire rester verrouillé sur une éthique de conviction? Ou est-ce que, de la même façon, toujours verrouillé sur une éthique de conviction, il est d'accord pour perdre une partie de son chiffre d'affaires? La deuxième partie, donc une fois qu'on a questionné la culture d'entreprise et du chef d'entreprise, il faut examiner évidemment le contexte macro- et microéconomique et ainsi que social. On le voit par exemple à l'heure actuelle, on voit bien que l'éthique est modifiée, notamment avec la crise sanitaire. Vous voyez bien que les problématiques d'environnement qui étaient en matière de recyclage sont un peu revues différemment devant des urgences sanitaires. Je pense aux masques qui polluent énormément. On voit bien que les machines de production sont relancées. Donc on voit bien que le curseur de l'éthique peut varier selon la situation sociale, environnementale, macro-microéconomique. Pour faire simple ici, est-ce que l'entreprise, est-ce qu'on est en période de récession ou de croissance? Est-ce que l'entreprise est bien ancrée dans le tissu économique local? Est-ce qu'il y a un fort ou un faible attachement des salariés à l'entreprise? Est-ce que la pratique des commissions occultes est généralisée ou quasi généralisée dans le secteur d'activité de la construction? C'est une question qu'on peut se poser. Mais si tel est le cas, on sait très bien que ça existe. Si tel est le cas, on n'est jamais obligé de faire quelque chose. Ici, le référentiel, si ça vous intéresse, il faut aller voir du côté de chez Sartre et de l'engagement. Sartre dit quelque chose de très prégnant. Il dit qu'en fait, le fait de ne pas prendre une décision, c'est déjà prendre une décision. Donc s'engager, ça a une certaine valeur, ça engage toute une vie. Et donc, ici, l'éthique, on se rend compte que ce n'est pas le synonyme de la justice ou du droit, et parfois ça peut même rentrer en conflit. Par exemple, je pense ici à notre chef d'entreprise, s'il opte pour une éthique de responsabilité, il peut aussi choisir de faire le sacrifice de sa personne en disant je prends le risque d'avoir des sanctions pénales en rentrant dans le fait de donner cette commission occulte. Et dans ce cas-là, on peut voir qu'il prend une situation qui n'est pas juridiquement correcte, mais en même temps, elle peut être éthique si on considère le fait qu'il fait le sacrifice de sa personne et qu'il est prêt à encourir les sanctions pénales pour sauver ses salariés. Le troisième point, donc, c'est de questionner la pratique managériale. Ces problèmes de conflit éthique, c'est l'occasion aussi de faire évoluer sa pratique managériale, de se révéler comme un grand chef d'entreprise, de progresser dans le management et dans les pratiques de l'entreprise. C'est aussi le moyen d'avoir une image de marque à l'égard, c'est très important par exemple en matière de RSE, à l'égard des parties prenantes. On se rend compte que l'entreprise peut avoir, par exemple, dans le cadre d'une éthique ici de responsabilité, un rôle d'acteur social pour modifier la société et aussi aider à l'épanouissement de ses salariés. On voit aussi que, plus globalement, l'entreprise peut faire évoluer le monde. C'est là où on voit l'importance de l'entreprise, et la RSE y participe, comme acteur social. Ça s'oppose très rapidement à ce qu'on appelle depuis longtemps la théorie de l'agence. C'est quelque chose qui a été développé notamment par les néolibéraux à la fin des années 80. Vous connaissez peut-être Milton Friedman, qui disait que la responsabilité d'une entreprise, c'était uniquement de majorer le bénéfice ou le profit de ses actionnaires. Donc, dans cette perspective-là, on a eu toutes les politiques néolibérales des années 80, que ce soit Reagan aux États-Unis, Thatcher en Angleterre ou encore Pinochet au Chili. C'est cette dynamique-là. Et là, on voit qu'on commence à venir sur quelque chose de très différent depuis de nombreuses années, depuis quelques années, c'est-à-dire que l'entreprise reprend un rôle d'acteur social. Dernier élément, considérer également la contrainte comme une opportunité stratégique. Alors là, c'est plus un élément économique, qui est aussi une partie de la RSE.
L'élément économique, c'est par exemple, c'est peut-être l'occasion, je prends directement le dernier point, d'innover en s'orientant vers des nouveaux procédés, des nouveaux matériaux de construction, aller vers des matériaux recyclables, plus écologiques, plus techniques, plus économes en énergie, moins polluants. C'est-à-dire de profiter de cette contrainte extérieure pour faire évoluer son entreprise. Je vais passer maintenant sur la partie recourir à l'éthique normative, c'est-à-dire c'est une partie très philosophique avec deux aspects. Tout d'abord, une méthode. Ici, pour bien pratiquer l'éthique, il faut d'abord analyser le dilemme éthique, délibérer et ensuite assumer ses choix. Analyser, c'est identifier le dilemme éthique, c'est-à-dire identifier les faits, les tenants et les aboutissants du problème éthique. C'est caractériser le dilemme éthique, c'est-à-dire voir quelles sont vraiment les valeurs qui entrent en conflit. Et hiérarchiser, c'est quelque chose qui est relativement simple à faire. Il faut faire une grille d'évaluation où on hiérarchise les valeurs éthiques selon son caractère, l'héritage éducatif qu'on a eu, des éléments extérieurs qui vous apportent des compléments d'information, etc. Ensuite, on délibère, c'est-à-dire qu'on liste les solutions existantes. On peut aussi faire appel, se faire aider en interne, créer par exemple des comités éthiques ou des réunions d'éthique à l'intérieur de l'entreprise pour pouvoir faire évoluer ces solutions, se faire même aider de l'extérieur pour trouver des solutions nouvelles, identifier les conséquences au plan individuel et collectif, et enfin, c'est ce que Weber appelle l'homme authentique, faire son choix, opter pour une éthique. Enfin, il faut assumer ses choix, c'est-à-dire se préparer à pouvoir les justifier le cas échéant, les évaluer objectivement et prendre vraiment ses responsabilités en toute connaissance de cause. Le deuxième élément, c'est qu'il faut adopter une filiation éthique. Là, on voit toute l'importance de la philosophie, puisqu'il y a plein de champs de la pensée qui ont déjà été pensés, et mieux que n'importe qui ont déjà été faits depuis l'Antiquité. En matière d'éthique, vous avez 3 grandes filiations en philosophie. Vous avez ce qu'on appelle l'éthique déontologique ou l'éthique du devoir. C'est ce qu'on doit à Emmanuel Kant, c'est toute la philosophie kantienne. Kant est un grand philosophe des Lumières, 18e siècle, et c'est repris dans une de ses œuvres morales qui s'appelle Les fondements de la métaphysique des mœurs, qui n'est pas la plus connue. La plus connue, c'est la critique de la raison pratique en matière de morale. Vous avez une deuxième filiation, je vais expliquer tout ça par la suite, très rapidement, et vous donner des exemples. L'éthique conséquentialiste ou éthique utilitariste, c'est ce qu'on doit à Jeremy Bentham et à John Stuart Mill, ce sont des philosophes anglais. Une œuvre, c'est l'utilitarisme de John Stuart Mill. Bentham a écrit également une œuvre qui s'appelle l'utilitarisme, un peu avant. Et enfin, une éthique à laquelle moi je suis personnellement très attaché et qui, à mon avis, peut être appliquée en entreprise, mais pas uniquement, c'est ce qu'on appelle l'éthique des vertus. On la doit au philosophe grec Aristote, et ça a été repris et remis au bout du jour à la fin des années 50, au début des années 60, par une philosophe anglaise, Elizabeth Anscombe, qui est une disciple d'un philosophe très connu qui s'appelle Wittgenstein, dans cette mouvance-là, dans la philosophie analytique. Donc, son œuvre pour Aristote, qui résume, c'est une de ses 2 grandes œuvres morales, c'est l'éthique à Nicomaque, il y a également l'éthique à Eudème, mais ici, on va se focaliser sur l'éthique à Nicomaque, Nicomaque étant, pour la petite histoire, le prénom de son fils et à la fois également de son père. Donc, on va rentrer déjà dans la première filiation, l'éthique déontologique, c'est quoi? C'est quand on nous dit il y a des impératifs qu'on appelle catégoriques, c'est-à-dire des choses qu'on doit appliquer coûte que coûte. Ça s'oppose à un impératif hypothétique, pour bien vous faire comprendre. Un impératif hypothétique, c'est conditionnel. Si je veux rester en bonne santé, je dois faire du sport, je dois arrêter de fumer. Un impératif catégorique, c'est un devoir moral qui va s'imposer. Il va s'imposer à tous de manière intangible, impérative et non circonstancielle. Une fois qu'on a bien compris ce que c'était que l'impératif catégorique, je vais vous donner des exemples, c'est nuancé par ce qu'on appelle l'intention de l'action. Vous voyez bien que si on applique l'impératif catégorique « il ne faut pas tuer », il y a des cas de figure dans lesquels il faut quand même tuer, par exemple en cas de légitime défense ou en cas d'assistance à personne en danger. Donc dans ces cas-là, c'est l'intention qui compte pour Kant. Kant dit, si l'intention est éthique, alors l'action est éthique. Donc,
Des exemples, par exemple, si vous prenez un licenciement d'une personne qui a travaillé toute sa vie dans une entreprise, qui a consacré des heures dont on sait que c'était un élément moteur de l'entreprise, vous comprenez bien que l'impératif catégorique nous dit le licenciement sans tenir compte de tout ça n'est pas éthique. De même, pour Kant, mentir n'est jamais éthique. Par exemple, ici, mentir délibérément à un collaborateur, à un manager ou à la direction n'est pas éthique. De même, imposer à un salarié réellement malade de venir travailler dans une entreprise n'est pas éthique pour Kant, dans cette perspective d'éthique déontologique. À l'inverse, feindre une maladie pour ne pas se rendre à une réunion de travail n'est pas non plus éthique de la part du collaborateur. Établir un devis exagérément élevé, on a tous fait cette expérience quand on fait des travaux personnels, quand le carnet de commandes de l'entreprise est trop plein, c'est pas éthique. Aider financièrement un collaborateur par une avance de salaire, ça peut paraître éthique puisqu'on aide le collaborateur, mais si l'intention c'est d'avoir une emprise sur lui, alors Kant nous dit, attention, dans ce cas-là, ce n'est pas éthique. La deuxième filiation, c'est l'éthique conséquentialiste. Ici, donc, je ne parlerai que de John Stuart Mill, parce qu'il a un peu modernisé la vision de Bentham, même si Bentham est vraiment le philosophe qu'il faut connaître dans cette filiation éthique. Deux grands éléments, le principe d'utilité, que nous disent les utilitaristes, les conséquentialistes, ils nous disent, c'est très simple, pour voir si une action est éthique, il faut qu'elle réponde au plus grand bonheur du plus grand nombre. C'est-à-dire que le focus est mis ici sur les conséquences de l'action. Une action est éthique si ses conséquences sont éthiques. Comment le faire? Eh bien, c'est assez mathématique. Il y a ce qu'on appelle l'arithmétique des plaisirs chez Bentham et chez Mill. Il y a donc un calcul des plaisirs et des peines. Quand on fait une action, eh bien, on calcule pour voir si elle est bonne ou mauvaise, si le solde positif des plaisirs et des peines pour la plus grande majorité des gens est positif ou négatif. Bentham établit donc un catalogue des plaisirs et des peines. Et Mill va l'améliorer, notamment en apportant des éléments de pondération, c'est-à-dire que les plaisirs, il va regarder si, quand on a une liste de plaisirs, si on répond à un plaisir, il va regarder l'intensité, par exemple. Il préfère les plaisirs intenses, au sens où ils sont plus éthiques que les plaisirs qui sont un peu plus mous. De même, la durée. Des plaisirs éphémères ont moins de valeur que des plaisirs qui sont durables. La certitude. Un plaisir probable est préférable à un plaisir improbable. La proximité. Si un plaisir est proche, c'est mieux qu'un plaisir qui est dans plusieurs années. La fécondité. Un plaisir isolé a moins de valeur qu'un plaisir qui est déclenchant d'autres plaisirs. La pureté également. Un plaisir qui a aucune dose de peine est évidemment très valorisé dans une éthique conséquentialiste. Et l'étendue, le plaisir impactant un grand nombre de personnes, est toujours préférable. Des exemples, par exemple, alors des exemples qui ne sont pas liés au monde de l'entreprise, mais également des exemples liés au monde de l'entreprise. Un médecin qui cache à sa patiente dépressive la gravité de sa maladie pour préserver au maximum la qualité de vie restante. Vous savez que normalement, si on reste dans une éthique déontologique, le médecin devrait donner la gravité de la maladie à sa patiente. Dans une éthique conséquentialiste, le médecin, s'il a une visée, si c'est un utilitariste, il va dire je vais essayer de diminuer les peines induites. De même, un automobiliste, alors c'est un exemple peut-être un peu caricatural, mais c'est vraiment pour vous faire comprendre, qui a les freins de sa voiture qui lâchent, il ne peut plus contrôler son véhicule, il a le choix de percuter une personne qu'il connaît, voire qu'il aime, ou foncer dans la foule. Eh bien, un utilitariste vous dira, d'un point de vue éthique, il faut qu'il opte pour la solution qui est favorable au plus grand nombre, c'est-à-dire ici, la moins coûteuse en vie humaine. Maintenant, au plan de l'entreprise, un plan social sévère décidé pour maintenir un site industriel, c'est-à-dire plein de licenciements, peut être éthique au sens conséquentialiste utilitariste si on met l'accent sur le nombre d'emplois sauvés et sur le fait de pérenniser l'entreprise, c'est-à-dire d'assurer quand même une continuité et des emplois aux gens qui restent. Idem pour un investissement en machines qui permet d'accéder à des nouveaux marchés. Eh bien, cet investissement est considéré par des utilitaristes comme éthique si le retour sur investissement peut créer des nouveaux emplois ou des emplois plus qualifiés. Dernière approche, l'éthique des vertus, l'éthique donc prônée par Aristote. Alors, il y a deux grands éléments à voir. Il y en a même un troisième qui s'appelle le démonisme, qui est la recherche du bonheur, mais je ne l'ai pas mis parce que ça complique un peu le sujet.
disons déjà, le problème de la vertu. Donc, chez les Grecs, la vertu, il faut comprendre que la vertu, donc ici, on parle de la vertu morale. Chez les Grecs, la vertu, c'est simplement l'excellence. C'est-à-dire que chez les Grecs, par exemple, un œil est vertueux, une oreille est vertueuse, parce qu'elle permet de bien voir ou de bien entendre. La vertu, c'est donc l'excellence, ça vient de arrêter. C'est pour ça que, par exemple, Aristote, dans Aristocratie, c'est le pouvoir des meilleurs, c'est l'excellence. Mais l'excellence chez les Grecs, c'est pas être au sommet. C'est très différent de la philosophie occidentale actuelle. L'excellence chez les Grecs, c'est la médiété, c'est-à-dire le juste milieu. Alors le juste milieu chez les Grecs, c'est pas le ventre mou. Par exemple, pour le courage, c'est ce qui se situe au juste milieu entre la lâcheté et la témérité. C'est dans les vertus cardinales, hein, les 4 vertus principales, les cardinales chez Aristote sont le courage, la tempérance, la sagesse et la justice. Donc la médiété, c'est justement être juste courageux, mais pas forcément téméraire. De même, quand on est généreux, on n'est évidemment pas avare, mais on n'est pas dans la prodigalité. Donc on ne doit pas donner tout le temps. On voit bien que l'éthique chez les Grecs, c'est différent par exemple de l'éthique chrétienne. Il n'y a pas de notion comme par exemple si on vous donne une claque sur la joue droite, il faut tendre la joue gauche. Pas du tout chez les Grecs. Par exemple, la prodigalité, donner beaucoup tout le temps, c'est pas vertueux. Donc cette vertu, c'est une disposition de caractère qui pousse à agir de façon morale et qui s'affirme par la pratique de l'action vertueuse. Et pour ce faire, il faut mettre en œuvre ce que Aristote appelle la phronésis. La phronésis, c'est quoi? C'est un mélange. C'est difficile. Il y a plusieurs traductions, c'est difficile à traduire dans notre paradigme occidental actuel, mais c'est un mélange entre la sagesse, la prudence et une forme d'intelligence, de sagacité. Ça permet de viser, c'est ce que veut Aristote, l'action bonne pour la bonne raison et de la bonne façon. C'est-à-dire qu'il faut répondre à la question « quelle personne je dois être ?» plutôt que « que dois-je faire ?» C'est pour ça qu'en entreprise, ça peut être appliqué, parce que si on est formé à l'éthique, on peut agir sur les situations sans se poser la question de la situation ponctuelle, si on a l'habitude de gérer des situations éthiques. C'est ce qu'on appelle le phronimos. Le phronimos, pour Aristote, c'est l'homme vertueux. C'est celui qui se met en capacité de délibérer régulièrement sur l'éthique. Et je finirai par une citation, une hirondelle qui est tirée de l'éthique à Nicomaque. Une hirondelle ne fait pas le printemps, que vous connaissez sans doute. Ça veut dire qu'un acte éthique isolé ne fait pas l'homme éthique. C'est toute l'éducation dans la vertu, c'est toute la pratique vertueuse, c'est la fréquentation aussi de gens vertueux qui permet de pratiquer l'éthique. Et donc, pour finir, des exemples. Donc, par exemple, prenons l'exemple de la communication verbale ou non verbale dans une entreprise. Il faut faire attention à respecter un certain niveau de langage, à renoncer à certaines pressions verbales tout le temps pour éviter de déboucher sur du harcèlement. Ça, c'est une pratique vertueuse. Autre chose que moi j'ai déjà vu souvent en entreprise, la communication par email. Donc quand on a des communications avec des caractères en majuscules, des caractères en rouge avec plein de points d'exclamation, des copies cachées à tire-larigot, un usage de la copie à mauvais escient, c'est des pratiques qui ne sont pas au sens de l'éthique des vertus vertueuses. Idem, considérer avec attention le reclassement de salariés licenciés suite à un plan social par rapport à la proximité géographique des nouveaux emplois proposés, à la qualité des formations proposées, aux perspectives réelles d'évolution des nouveaux postes, à l'épanouissement personnel et aux envies des salariés. C'est une fois qu'on a accepté le fait qu'il faut licencier, on peut quand même pratiquer une éthique des vertus. Pareil en matière de RSE, donc avoir des vraies convictions, c'est une éthique des vertus. Avoir par contre, faire du greenwashing, faire du social washing ou par exemple du purpose washing, c'est-à-dire avoir un sujet dans l'entreprise qui tente à faire croire qu'on fait des choses pour l'environnement, par exemple, ça ne relève pas non plus de l'éthique des vertus. C'est pas une pratique habituelle. En conclusion, je dirais que pour acquérir l'éthique des vertus, il faut une expérience du comportement éthique. Cette expérience, il faut que l'entrepreneur la développe au quotidien, avec ses collaborateurs, en co-construction, et pour devenir un citoyen du monde. Donc, c'est la meilleure façon de pouvoir trancher des dilemmes éthiques. C'est ce qu'on va voir avec Catherine dans la partie plus méthodologique. C'est-à-dire qu'on arrive vers un savoir-être qui va se traduire par un management des valeurs. Donc maintenant, je vais
Donc, dans la continuité de ce que Paolo nous a décrit jusqu'à maintenant, je vais aborder différents sujets avec vous. Que recouvre une charte éthique? Comment construire la charte éthique? L'approche à adopter qui est préférable pour fédérer le plus possible les différentes parties prenantes. Et comment faire vivre cette charte éthique. Et j'ai trouvé que l'approche du management par les valeurs était intéressante et c'est aussi pour susciter la réflexion entre nous. Donc, que recouvre une charte éthique? Généralement, on adopte une charte éthique pour moraliser les pratiques en interne comme en externe. Et ça a le mérite aussi de soulever un questionnement éthique dans l'entreprise et également de regagner la confiance des différentes parties prenantes, que ce soit en interne ou en externe. Donc, on va trouver dans les principes des principes qui sont liés à la gouvernance et l'éthique dans la conduite des affaires, le volet social, le volet environnemental, donc ce sont les piliers de la RSE. On va aussi prendre en compte l'impact sur l'activité. On a une volonté, dans la mise en place de ces principes, d'être transparent dans les actions que l'on prend, dans les comportements que l'on adopte au quotidien. On prend également des engagements concrets, donc de façon large, aussi bien envers les collaborateurs, les clients, les fournisseurs, les actionnaires, de façon plus large, l'écosystème, la planète. Donc là, on peut citer l'exemple des entreprises à mission. Alors, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Entreprises à mission qui ont été mises en place assez récemment en 2019 par la loi Pacte en France, qui valorise fortement les politiques RSE au sein de l'entreprise. Et cette loi Pacte prévoit différentes dispositions, deux premières qui sont impératives et une troisième disposition qui est facultative. Donc, juste pour votre information, on n'aura pas le temps d'approfondir les aspects plus juridiques, mais on a deux mesures impératives qui vont toucher l'objet social de l'entreprise, l'intérêt social qui devient un impératif de bonne gestion des sociétés en vertu de l'article 1833 du Code civil. Et dans leur gestion, les sociétés doivent prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité, clairement en lien avec la RSE. Au niveau de la troisième disposition qui est facultative, là, les sociétés peuvent insérer une raison d'être dans leur statut en vertu de l'article 1835 du Code civil français. Donc, en fait, il s'agit de la finalité de l'entreprise, de sa contribution à la société, mais la société avec un grand S, et plus globalement à la planète. Donc, c'est intéressant pour certaines entreprises de se doter de cette raison d'être et de l'afficher, de la faire vivre également. Hein. Aller au-delà de simple image de marque, c'est aussi la faire vivre au quotidien. En termes, j'ai envie de dire, quels sont les risques si on n'appliquait pas ces principes? Là, par rapport à ces entreprises à mission, on serait plus sur un risque, une sanction plus communicationnelle, où la mission, si elle est inexécutée ou mal exécutée, l'entreprise est obligée de retirer la mention de la mission qui était prévue préalablement. De façon plus générale, les chartes éthiques donc ont un contenu varié, contiennent des dispositions plus ou moins contraignantes, qui va avoir directement un impact sur le droit, notamment le droit du travail. En général, on voit quand même plutôt que les chartes éthiques sont rattachées à ce qu'on appelle un droit mou, surtout si le document contient des dispositions du style, voilà, on favorise tel et tel comportement, on attire votre attention sur tel point, sur tel comportement approprié, éthique. Bon, la justice, depuis un certain nombre de temps, aimerait bien que ces promesses formelles soient suivies d'effets. Bon, il y a certains jugements qui ont été rendus, mais là, à nouveau, aujourd'hui, c'est pas je ne vais pas m'étendre sur ce sujet. Alors souvent, on va trouver quand même des sanctions, voilà, face à des comportements déloyaux. Hein. On sera plutôt en lien avec la concurrence déloyale, des ententes, des abus de position dominante ou des pratiques commerciales trompeuses. Alors, comment construire sa charte? Donc là, effectivement, je vais, au fur et à mesure, je vais aller du général vers le particulier en déroulant aussi une méthodologie. Donc, on va retrouver évidemment l'aspect déontologique hein, en vue d'encadrer des pratiques commerciales. On va trouver des obligations d'ordre moral des salariés. Et dans certaines chartes éthiques, certaines entreprises veulent aller plus loin et donc vont prévoir d'autres dispositions. Donc, l'encadrement de pratiques commerciales, bon là, je vous apprends rien. Hein, c'est par exemple l'interdiction pour les salariés d'accepter des remises de prix,
le refus d'accepter des cadeaux de fournisseurs ou de la part de clients. Alors, tout va dépendre dans la société. Moi, j'ai vécu dans différentes sociétés, notamment en tant que juriste d'entreprise au compliance officer, où, par exemple, chez General Electric, clairement, c'était une interdiction absolue d'accepter un cadeau de quelques personnes que ce soit, hein, de nos partenaires commerciaux. Dans d'autres sociétés, on déterminait certains seuils, hein, jusqu'où on pouvait accepter et à partir de quand on ne pouvait plus accepter. Les obligations d'ordre moral des salariés, par exemple, être loyal et de bonne foi avec son employeur, ne pas tenir des propos discriminatoires. Et si on veut aller plus loin dans d'autres dispositions, on peut prévoir, notamment dans certains types de contrats, le refus de sous-traiter à des entreprises employant des enfants, le renoncement à toute forme de main-d'œuvre à bas coût. Au regard du chapitre social, dans une charte éthique, on va trouver à la fois des dispositions qui sont déjà régies par le contrat de travail et on va également trouver des intentions. Donc là, à nouveau, hein, ce sont des règles certainement connues par la plupart d'entre vous. Le respect de règles de discipline et de directives de l'employeur, par exemple le respect des horaires, le respect de règles d'hygiène et de sécurité, par exemple sur un site de production, porter ses équipements de sécurité, ne pas arriver en état alcoolique ou avoir consommé des substances illicites voilà, sur le travail, des dispositions aussi en lien avec le règlement intérieur en place. Des dispositions en lien aussi avec l'obligation de réserve, voilà, on n'utilise pas d'injures, on n'insulte pas ses collaborateurs, son management ou sa direction, pas de propos diffamatoires en général, pas d'actes d'harcèlement, bon là Paolo a déjà évoqué ces aspects. On va trouver aussi des dispositions en lien avec l'obligation de non-concurrence. Donc juste un petit rappel, hein, pour qu'une clause de non-concurrence dans un contrat soit valide, c'est important de prévoir les limitations dans le temps, l'espace, une activité spécifique et également d'envisager une contrepartie financière correcte hein, par rapport à l'activité visée et au volume d'activité. Concernant l'obligation de loyauté, hein, donc c'est pour les salariés des comportements appropriés et voilà, adopter, avoir des actes, mener des actions dans l'intérêt de l'entreprise. Et au niveau de l'obligation de confidentialité, alors là, c'est relativement vaste hein, au sein de l'entreprise, notamment voilà, ne pas livrer des secrets de fabrication aux concurrents, ne pas livrer des données sensibles dans les documents financiers ou d'autres types de documents contrats. Donc, si on veut aller plus loin, on peut aussi voir dans les chartes éthiques, dans le chapitre social, des intentions par rapport à la prévention de risques, par exemple risques psychosociaux, des engagements relevant d'une démarche RSE, comme l'absence de discrimination, de harcèlement, l'égalité de traitement entre les salariés, un accès équitable à la formation, des conditions de travail agréables et adaptées, des règles en matière d'hygiène et de sécurité au travail. Au niveau des engagements, au niveau environnemental, donc là, l'entreprise dispose de multiples moyens hein, pour notamment réduire son empreinte écologique avec l'utilisation d'installations de sources d'énergie renouvelables. On peut également rationaliser le poste de transport. Donc, ce qui est déjà mis dans pas mal d'entreprises en place, hein, c'est le tri sélectif de déchets avec des containers qui sont bien distingués. Souvent, il y a des codes de couleur aussi associés. Privilégier des transports propres. Alors c'est vrai que de plus en plus, j'entends voilà, des discussions sur comment mettre en place plutôt des flottes de voitures électriques. Bon, même si actuellement ça entraîne quand même d'autres coûts. Il faut installer des bornes électriques. Il y a toute une logistique associée à mettre en place. Imprimer moins de papier, améliorer l'efficience énergétique des installations et équipements, réduire l'impact environnemental des emballages. Enfin, c'est quand même un sujet qu'on entend depuis plusieurs années, qui est très présent. Réduire les émissions de gaz à effet de serre, réduire la pollution du sol, de l'eau, par exemple. Alors, dans l'approche, pour la mise en place de cette charte éthique, je reste intimement convaincue, déjà moi pour l'avoir pratiqué dans le passé, qu'il est fondamental d'impliquer ses collaborateurs et ses partenaires dans la construction de la charte éthique dès le départ, en vue de favoriser l'adhésion de chaque partie prenante, qu'elle soit en interne ou en externe. L'objectif, la finalité de tout ça, on reviendra plus sur cette notion un peu plus tard, c'est d'agir en citoyen d'éthique, c'est de passer plus d'une logique d'obéissance vers une logique de responsabilisation. C'est cette capacité aussi à s'autoréguler en cas de comportement inapproprié.
Certains de ces aspects imposent des changements de pratique. Et là aussi, c'est important de communiquer. Hein. Par exemple, ne passez pas au zéro papier sans l'accord du comptable et du juriste d'entreprise au sein de l'entreprise hein, ou d'une organisation, en raison de contraintes légales. Avant d'opter pour des matières premières durables, pensez à questionner vos fournisseurs sur le sujet et à voir dans quelle mesure il va pouvoir aussi s'ajuster hein, dans son approche, dans ses méthodes, les substances qu'il utilise. Donc au niveau de la construction, à titre de recommandation, donc là j'ai fait un schéma hein, qui reprend, j'ai envie de dire, les idées essentielles moi, qui me semblent fondamentales. Donc dans un premier temps, c'est intégrer, donc comme je l'ai déjà dit, toutes les parties prenantes pour justement pousser à davantage de responsabilisation. Ça va être aussi un acte fédérateur. Et donc, l'engagement va être certainement plus important sur la durée pour faire vivre cette charte éthique. C'est important aussi de déterminer un périmètre d'intervention, de viser les cibles et de bien comprendre le contexte dans lequel la charte éthique va s'inscrire. C'est important aussi de donner du sens à chaque règle. Derrière chaque règle, il y a un besoin, voire des besoins. Et plus on va prendre en considération le besoin de chaque partie prenante, et plus le niveau d'engagement, il y a des chances qu'il soit élevé. Hein. C'est important de mettre en place des règles concrètes qui collent bien à la réalité de ce que vit l'entreprise, à son activité, afin d'éviter des problèmes d'interprétation. Et ce qui est vraiment important, c'est d'enseigner hein, les comportements, hein, c'est de prévoir des actions de sensibilisation et de faire des piqûres de rappel dans une certaine régularité dans le temps. Au niveau des modalités d'application, à ce stade-là, c'est important de s'interroger sur les conséquences qu'une règle, les différentes règles d'une charte éthique ont sur le groupe ou sur certains groupes d'individus, de déterminer des critères de cohérence, de faire une analyse de risque, aussi bien au niveau financier, au niveau juridique, au niveau réputationnel, et aussi de prévoir certaines règles qui vont peut-être susciter l'autorégulation. La personne va s'autocorriger elle-même, va prendre conscience que tel comportement n'est pas approprié, n'est pas correct, n'est pas légal, et va avoir tendance à s'autocorriger. Et ce qui est important, c'est aussi de prévoir des règles qui sont flexibles dans le temps. Donc, il vaut mieux privilégier la qualité que la quantité de règles, de prévoir aussi de les réviser en fonction du contexte. On peut tout à fait imaginer, compte tenu de la crise sanitaire que l'on vit depuis un peu plus d'une année, que le contexte dans les entreprises a bien évolué. On voit bien au niveau de l'évolution des modes de fonctionnement dans le travail, avec le télétravail notamment, problème de cohésion dans les équipes, d'intelligence collective. Donc, j'ai pas de doute que ça nécessite de réviser certainement certaines clauses, certaines approches de la charte éthique. Se poser aussi la question pour chaque règle, est-ce qu'elle a un caractère essentiel, accessoire, ou finalement est-ce qu'elle a encore une raison d'être? Et toutes ces réflexions vont permettre de les faire vivre, de faire perdurer cette charte éthique dans le temps. Donc là, je vais vous dérouler une méthodologie et vous suggérer des outils. Évidemment, il y en a d'autres, hein, on pourra échanger là-dessus. Donc, dans un premier temps, c'est important de définir la situation qui fait l'objet de la règle. Donc, voilà, comme je l'ai déjà dit, bien cibler le contexte, se poser différentes questions. À quelle autre situation cela fait-il penser? Que se passe-t-il quand cette situation se produit? Quel est l'objectif principal? Pendant combien de temps et à quelle fréquence cette situation se présente-t-elle? Y a-t-il des règles qui s'appliquent déjà? En termes d'outils à recommander, voilà, on peut tout à fait envisager, c'est un outil simple, hein, d'élaborer une carte mentale hein, qui voilà, permettrait de s'interroger sur le contexte, savoir qui est concerné, les différentes règles applicables. On peut utiliser également des documents collaboratifs, hein, bon, la Dropbox, OneDrive Entreprise, il y a d'autres outils collaboratifs actuellement qui peuvent aussi être utilisés. Ce qui est important, donc, tenir compte du point de vue de chacun. Donc, qui est concerné par la situation? Est-ce que c'est plutôt des individus voilà, spécifiques, des groupes? Qui peut avoir un point de vue sur la question? Qu'est-ce qui est important pour chaque personne impliquée? Quelles sont les responsabilités de chacun?
Donc là, ce qui est intéressant en termes d'outils, c'est d'associer des personnes à des points de vue dans une liste déroulante avec des propositions qui vont être faites. Ils vont pouvoir cocher des cases par rapport aux propositions faites. Dans un troisième temps, c'est justifier l'existence d'une règle en construisant du sens. Et donc, ne pas hésiter à remonter à l'origine d'une règle existante, en lien aussi peut-être avec l'histoire, la culture d'entreprise. À quoi sert cette règle? Quels sont les gains ou pertes liés à une règle qui existe déjà? Quels sont les impacts ou effets possibles de l'application d'une règle? Est-ce que cette règle est-elle au service du bien-être collectif ou individuel? Quels sont les recours ou actions possibles pour changer une règle existante? Donc là, en termes d'outils à recommander, on peut prévoir un outil de votation en ligne pour dire si une règle, par exemple, est au service du bien-être collectif ou individuel. Et on peut être plus dans de la créativité à ce niveau-là, et éventuellement créer une infographie sur les avantages d'une règle, procéder à un enregistrement audio, vidéo pour expliquer les règles, pour rendre ça plus dynamique. Dans un quatrième temps, il est important de cibler les valeurs en présence. Dans une charte éthique, on va bien au-delà, comme je disais tout à l'heure, du simple conformité à certaines normes. On s'interroge aussi sur les valeurs. Donc, quelles sont les valeurs les plus importantes pour le groupe? Quelles valeurs souhaitons-nous collectivement préconiser? Quelle valeur est la base de telle règle déjà existante? Et quelle règle serait la plus cohérente avec telle valeur? Donc là, on peut faire réfléchir les différentes personnes, parties prenantes concernées, à nommer des valeurs dans un nuage de mots qui leur sont chères. Bon, là, j'ai cité des valeurs qu'on trouve régulièrement, comme la réussite, le respect, l'entraide, la liberté. Là, on peut à nouveau utiliser un outil de votation en ligne. Quelle serait, par exemple, la règle la plus cohérente avec telle valeur ciblée par le groupe A? Et donc, toujours rester dans cette optique de co-construction depuis le départ, vraiment demander l'avis des uns des autres, échanger des idées sur la formulation d'une règle pour qu'elle soit cohérente avec les balises qui ont été établies dans l'entreprise. Quelles modifications apporter à telle règle pour qu'elle soit mieux formulée, si on considère peut-être qu'elle ne correspond plus vraiment à la situation, à l'instant T, à ce que l'on vit. Comment formuler cette règle pour qu'elle représente un comportement souhaitable et non une interdiction. Donc là, à nouveau, je mets en parallèle, être plus dans une logique de responsabilisation plutôt qu'une logique d'obéissance. Et dans les règles formulées, est-ce qu'on pourrait les regrouper par thématique? Donc, en termes d'outils à recommander, là, on peut à nouveau s'orienter vers un document collaboratif en proposant des formulations et chacun pourra émettre une suggestion et un commentaire. Donc, maintenant, on va évoquer ensemble le management par les valeurs sur la durée. Management par les valeurs, pourquoi? Je reste convaincue qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin de créer davantage de cohésion, d'intelligence collective, d'impliquer les différentes parties prenantes pour fédérer. Et je trouve que cette approche se traite bien aussi dans la construction et justement comment augmenter les chances de bien faire vivre cette charte éthique dans l'entreprise. Donc, dans une première étape, on va définir les valeurs avec des principes sur lesquels l'entreprise se base pour évoluer dans son secteur et prendre des décisions stratégiques. Donc, on va pouvoir trouver à ce niveau-là différents types de principes moraux, sociétaux, stratégiques. Donc, au niveau des principes moraux, on va pouvoir retrouver des principes autour de la loyauté envers les clients, les collaborateurs. On peut peut-être prévoir aussi d'avoir une qualité dans ses produits, dans ses services supérieure en toutes circonstances. Au niveau de principes sociétaux, on peut avoir dans l'idée de développer un modèle économique plus éthique, respecter l'environnement, par exemple. Et au niveau stratégique, on peut être orienté plus dans l'innovation, avec cette volonté d'être toujours à la pointe du progrès. Il est important que ces valeurs ne restent pas qu'à un niveau théorique. C'est important de les décliner au niveau opérationnel pour justement favoriser le sens à l'action, renforcer la cohésion, structurer aussi, favoriser des modes de collaboration par l'adoption d'une ligne de conduite partagée par tous les acteurs de l'entreprise qui auront participé déjà dès le départ à cette réflexion sur ces différentes règles, le sens à donner, comment bien l'intégrer à ce que l'on vit dans l'entreprise. Et ça va permettre aussi de gérer des situations plus complexes et de mieux faire face à la diversité de situations que l'on peut rencontrer. Alors, ce que j'invite à faire aussi, c'est de d'interroger chaque collaborateur
à répondre à 3 questions pour savoir quel est le niveau d'appropriation de chaque valeur dans l'entreprise, en posant comme première question, est-ce que j'adhère à telle valeur affichée par l'entreprise? Est-ce que j'y crois? Est-ce que c'est facile pour moi d'incarner cette valeur? Et donc, après avoir récolté tous ces résultats, on va pouvoir faire une analyse plus approfondie et voir quelles valeurs sont encore bien fédératrices et quelles valeurs sont certainement à faire évoluer. Donc, le manager va avoir un rôle clé, évidemment, dans cette approche du management par les valeurs. Donc, il n'y a pas que lui, vous allez me dire. Évidemment, idéalement, ce serait bien que les valeurs soient vécues par tous les échelons dans la société. Donc, à quel moment le manager va pouvoir effectivement évoquer ces valeurs? Déjà au quotidien, à l'issue d'un événement sur lequel il estime important d'échanger avec un collaborateur. Par exemple, si on est dans la gestion d'un projet ou dans le cas d'un brainstorming, un collaborateur qui n'échange pas du tout ses idées ou qui ne donne pas les informations qu'on attend de lui alors qu'il s'est engagé à faire des recherches sur tel et tel thème, le manager peut tout à fait, à l'issue de la réunion, en face à face, interpeller son collaborateur, lui demander comment évalues-tu ton comportement lors de ces échanges? Est-ce que tu penses que c'est approprié par rapport à notre valeur justement de bon esprit d'équipe, par exemple? Donc, c'est aller échanger avec son collaborateur d'une façon d'un entretien annuel d'évaluation où là souvent on revient sur les valeurs. On peut aussi, le manager peut aussi faire un nouveau point dans le cadre de la fin d'une période d'essai, dans le fin d'une mission, dans un entretien de gestion de carrière, dans le cadre de promotion. Et on peut aussi organiser des réunions spéciales, alors voir la régularité. Je trouve que sur une base trimestrielle, c'est une bonne régularité. Certaines entreprises sont plus sur une base semestrielle. Basé sur le bulletin météo que je vais décrire un peu moins. Je trouve que c'est un outil vraiment intéressant. Et, dans ces réunions, on va demander à chaque collaborateur d'exprimer point de vue dans chacune des si jamais par hasard je vais vous écrire où on n'a pas vraiment ça va être la possibilité aussi le bon moment des actions de et je n'hésite pas vous pouvez me décrire vos que ces valeurs bien affichées en allant loin de réflexion, et là, ce sera certainement des sujets entre nous. Dans quelle mesure ce serait intéressant de fixer des objectifs de développement par rapport aux valeurs de l'entreprise? Ce seraient des objectifs plus d'ordre comportemental, en lien avec chaque valeur d'entreprise. Donc, comment construire un objectif? Là, j'ai pris la valeur de la satisfaction des clients, donc qui suppose de prendre plus d'initiatives chez les personnes. Donc, c'est intéressant de s'interroger, d'identifier, de comprendre les situations où la personne ne prend pas d'initiative. C'est important à ce niveau-là de définir les initiatives attendues dans les situations où les initiatives sont souhaitées, de définir ce que c'est une initiative et de développer les compétences permettant cette prise d'initiative. Donc voilà le bulletin météo des valeurs. Donc là, je me suis inspirée d'un exemple d'une société Tornos. Donc là, on voit le bulletin météo des valeurs d'un service. Là, on est dans l'entité production. Et donc moi, j'aime bien cette représentation parce qu'elle est claire, elle va à l'essentiel. On a à la fois donc les différentes météos, orageuses, pluvieuses, nuageuses, ensoleillées.
qu'on met en perspective avec chaque valeur affichée dans l'entreprise, l'engagement pris par la personne qui se porte garant dans le cadre d'un projet, d'une action à prendre, des objectifs à atteindre, et avec une date butoir. Donc, je vous encourage à vous inspirer de cet outil qui permet vraiment, surtout si on décide de faire des réunions périodiques, comme je disais tout à l'heure, sur une base trimestrielle, de faire voilà, un état des lieux et de comprendre avec là où les personnes concernées, qu'est-ce qui fait que telle valeur est en météo plutôt négative, orageuse ou pluvieuse. Donc, en conclusion, je vais repasser la parole à Paul. Oui, donc en conclusion, c'était le slide d'avant. On voit qu'en fait, pour manager ces valeurs, on peut utiliser ce que j'appelais, enfin, ce qu'on appelle l'éthique des vertus, c'est-à-dire que l'éthique, finalement, en entreprise, c'est pas uniquement résoudre des problèmes, des dilemmes éthiques ponctuels, c'est plutôt une pratique, c'est plutôt quelque chose qu'il faut acquérir à partir d'un caractère qu'on développe, à partir d'une éducation, à partir de formation, à partir également d'échanges avec des gens qui ont l'habitude de faire des pratiques vertueuses. Et à partir de ce moment-là, finalement, il n'y aura plus besoin de faire un choix. Le choix est pratiquement fait en amont et il devient complètement éclairant et on trouve la solution assez facilement. On peut passer donc par 3 étapes. Donc, l'idée, c'est de faciliter une démarche citoyenne, c'est-à-dire que finalement, et c'est aussi tout l'aspect, la RSE en fait partie, mais c'est aussi l'aspect de la philosophie, c'est que finalement, la philosophie, c'est pas quelque chose de complètement hors sol, c'est quelque chose de la vie et qui a donc sa place dans la société et dans la vie de chacun et donc dans l'entreprise, puisque l'entreprise, c'est l'endroit où les gens sont censés s'épanouir et l'entreprise est maintenant un acteur social également. Donc, à partir de là, il faut avoir cette démarche citoyenne dans un processus démocratique qui permet de développer cette espèce de co-construction collective, cette agilité collective qu'on peut notamment trouver dans le cadre de la démarche RSE. Les objectifs, les valeurs à développer, donc il y a différentes valeurs qui sont mises en exergue par une communauté éthique. L'idée, c'est de finalement rentrer dans une communauté éthique, partager des valeurs qu'on peut mettre en action au quotidien dans l'entreprise tous les jours finalement. Finalement, l'éthique, c'est quelque chose, c'est une pratique qu'il faut s'entraîner. C'est un peu comme un entraînement de sportif. On devient éthique en devenant éthique. C'est comme une langue, on ne l'apprend pas dans les livres, on la pratique pour pouvoir l'améliorer. Donc tout ça oriente vers l'action. En matière de, alors simplement, on vous a fait une petite bibliographie. C'est simplement les ouvrages des philosophes que j'ai cités et de l'économiste et sociologue Max Weber. Donc vous avez Kant, le fondement de la métaphysique physique des mœurs, John Stuart Mill, l'utilitarisme, et Aristote, l'éthique à Nicomaque. Et ensuite, pour ce qui concerne la construction d'une charte éthique et la méthodologie, c'est plutôt une cytographie qu'on a mis en place. Catherine ? La cytographie, donc vous avez des liens d'exemples de chartes éthiques en français et en anglais. Et voilà. Et donc, on voulait vous remercier pour votre attention et l'attention que vous avez portée à cette question de l'éthique. Merci beaucoup à tous les deux. Je vois qu'on avait des petits soucis de son, mais je crois que ça a été résolu assez rapidement. Donc, j'espère qu'il n'y a pas un trop gros morceau qui a manqué. Norman a une question. Faut-il un comité éthique? Quelques conseils. Alors, effectivement, c'est un point qui avait été abordé par Catherine, hein, il me semble, à un moment donné. Et donc, peut-être que sans forcément reprendre le slide, comme libre à toi. C'est vrai que tu recommandais. Alors effectivement, le comité éthique, moi j'y suis totalement favorable.
Et on peut faire un parallèle à nouveau avec ce qui est prévu dans la loi Pacte, qui instaure un comité de mission avec les différentes parties prenantes. Maintenant, au niveau de la composition de ce comité éthique, certaines questions ont été soulevées puisque certaines personnes de conseil d'administration pourraient être susceptibles de participer à ce comité éthique vu que les personnes du CA sont tenues à une obligation de confidentialité, ne peuvent peut-être pas communiquer sur tous les sujets, dans quelle mesure elles pourraient avoir, j'ai envie de dire, une portée ou en tous les cas mener les réflexions jusqu'au bout avec les membres de ce comité éthique ou comité de mission, si je reprends l'intitulé exact de la loi Pacte en France. Mais en tous les cas, oui, j'encourage fortement à créer cette instance de gouvernance. Ouais. Merci beaucoup. J'ai noté également… Ah, le son. Le micro, j'ai coupé. Non, le micro, j'ai coupé le bas. On va y arriver avec la technique. Moi, j'ai noté effectivement qu'il est utile et important de mettre à jour régulièrement cette notion de valeur, voire même cette charte éthique, qu'elle n'est pas gravée dans le marbre. Et j'imagine, mais ça n'a peut-être pas été soulevé, que c'est important de peut-être le remettre à jour là, d'autant plus actuellement, étant donné que la situation a quand même bien changé, les questions rien que de santé, que beaucoup d'entreprises ne se posaient pas jusqu'à aujourd'hui par rapport à la situation de santé, les personnes fragiles dans leurs entreprises, enfin, tout un tas de questions aujourd'hui. Le télétravail, évidemment, on en parlait aussi, la situation dans laquelle certains collaborateurs travaillent depuis leur domicile, qui ne sont pas tous les mêmes en fonction des postes et des emplois occupés. Donc, je pense que cet exercice est certainement très utile et intéressant de faire avec ce comité éthique, voire même avec l'ensemble des collaborateurs pour reformuler et mettre à jour cette charte éthique, ces valeurs. Alors, pour rebondir ou dans la continuité de ce que dit Morgane, c'est vrai que j'ai lu une étude très récemment sur la problématique. On a suffisamment de recul maintenant, après plus d'un an de crise sanitaire, de télétravail, que de plus en plus de personnes ont une pression mentale liée à un sentiment de frustration, un sentiment d'isolement. Cette impossibilité même dans certaines entreprises, on le voit bien dans le milieu financier Luxembourg, de ne plus voir du tout ses collègues. Moi, j'ai différentes personnes dans mon réseau qui ne sont pas retournées au travail, dans leurs locaux depuis une année et ils gèrent tout à distance. Alors, certains le vivent plutôt bien. Alors, généralement, c'est aussi lié à leur contexte privé et d'autres le vivent vraiment très, très mal. Et on voit que les risques psychosociaux sont visés aussi, problèmes de santé mentale. Et moi, je le vois bien aussi dans mes accompagnements que je peux faire, aussi bien en tant que coach professionnel ou consultant RH. On est de plus en plus sur ces thématiques, de problématiques de risques psychosociaux mais justement aussi quelles actions on pourrait mettre en place pour créer à nouveau cette cohésion dans les équipes, de l'intelligence collective, comment redonner du sens aussi. Les gens sont beaucoup dans ces thématiques de sens. Moi, je vois pas mal de personnes actuellement qui sont même capables de me dire, voilà, après 15 ans, 20 ans dans la même société, avec des très bonnes conditions salariales, elles n'en peuvent plus et elles préfèrent partir. Et donc, voilà, je suis aussi susceptible de les accompagner sur ces thématiques. Merci beaucoup. On a une question aussi encore de Frédéric Maillard des Casinos 2000. Une approche moins démocratique, plus autoritaire, ne serait-elle pas plus efficace pour mettre en application des valeurs d'entreprise qui ne correspondent pas nécessairement aux valeurs individuelles des collaborateurs? Est-ce que Paulo, oui? Alors, je vais vous donner mon point de vue personnel. Moi, ça me paraît très compliqué de le faire parce que l'aspect autoritaire, c'est assez antinomique avec l'éthique. Parce que l'éthique, c'est de la politique. La politique, c'est de la démocratie. Enfin, dans des sociétés occidentales, en tout cas chez les Grecs, la police, c'est la vie de la cité, c'est la démocratie. Et mettre des valeurs en lien avec, décider
de façon autoritaire des valeurs, c'est-à-dire en disant ben, c'est ça les valeurs, et qui ne correspondent pas aux valeurs de l'individu, ça me paraît compliqué à être mis en œuvre. Après, je pense qu'il faut revenir sur ce que expliquait Catherine, il faut revenir sur une co-construction, c'est-à-dire qu'effectivement l'entreprise peut avoir des guides, c'est-à-dire donner des grandes idées, mais ensuite la créativité nécessite l'adhésion. Je pense qu'il n'est pas possible de mettre en valeur des pratiques si on n'y adhère pas. Donc ça veut dire que ça me paraît quelque part antinomique de pouvoir, de façon autoritaire, décréter qu'est-ce qui est des valeurs de ce qui ne l'est pas. D'autant que, on le voit bien, avec l'évolution de la société, ben, ce qui était pas dans les valeurs à une certaine époque, le devient par la suite parce que les mentalités changent, parce qu'il y a des crises sanitaires, parce que le monde, les générations changent et les mentalités évoluent. Donc moi je pense qu'effectivement, dans la question, il y a une bonne idée, c'est de dire bah, on sert de catalyseur et on sert de, j'allais dire, un petit peu d'écosystème pour pouvoir mettre en place les valeurs. Mais je pense que, un, il faut qu'elles soient co-construites, et deux, il faut qu'elles soient partagées pour qu'on puisse y adhérer. Donc on ne peut pas le faire de façon pyramidale, autoritaire. Ça me paraît contre-intuitif et antinomique avec la valeur d'éthique. Oui, il y a un problème de sens aussi au travail. Mais par contre, mener la réflexion, c'est-à-dire être leader et organiser la réflexion, ça me paraît par contre être une bonne idée, oui. Dans le même sens d'idée, tu vois la question dans un monde qui bouge beaucoup avec des prises de décision rapides, comment mettre en place, développer l'homme authentique? Merci pour cette belle question, Martine. Oui, donc l'homme authentique chez Weber, c'est ces deux éléments. C'est tout d'abord faire l'arbitrage entre l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité et ne pas avoir de position manichéenne. C'est-à-dire, c'est un petit peu… Alors évidemment, c'est compliqué à mettre en place de nos jours parce que c'est évolutif, mais je pense que, j'allais dire, c'est comme apprendre à faire du vélo. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut s'entraîner au quotidien dans son cadre de travail, par exemple dans les relations qu'on a avec des collègues, à pratiquer de l'éthique, c'est-à-dire on le voit à l'heure actuelle au plan social avec des mouvements par exemple comme MeToo ou des choses comme ça, on voit qu'il y a eu à un moment, j'allais dire, alors peut-être qu'on arrive maintenant vers quelque chose de trop procédurier par ailleurs, mais à un moment on ne se posait pas ces questions-là. Donc je pense que pour le mettre en œuvre, il faut y réfléchir au quotidien et commencer tranquillement à le pratiquer sur des petits éléments, par exemple à l'occasion d'une évaluation de fin d'année, de voir un petit peu quelles sont les situations qui ont posé problème et pas mettre la poussière sous le tapis. Je pense qu'il n'y a pas de règles, mais en même temps, en pratiquant au fur et à mesure, le choix il va se faire naturellement. C'est-à-dire qu'on n'aura plus besoin de se positionner sur des problèmes et des dilemmes éthiques, mais on aura une espèce de culture éthique qui fait que le choix, sauf des cas ambigus, mais les choix vont s'imposer par eux-mêmes. C'est un petit peu, alors c'est sûr que c'est un travail de longue haleine, hein, c'est un petit peu comme l'éducation en matière de RSE. Je veux dire, il y a 30 ans, par exemple, les gens jetaient leur mégot par la fenêtre, ça ne posait de problème à personne. Maintenant, personne, enfin, quand on a un minimum d'éducation, l'idée ne vient à personne de faire ça, quoi. Donc, progressivement, je pense qu'on peut y arriver. Donc, l'homme authentique, moi, je crois qu'il peut être mis en œuvre. Mais ça se pratique, c'est une question de pratique. Et la pratique, c'est d'abord se poser la question. Encore une fois, à ce niveau-là, l'approche philosophique, elle a une dimension pratique. La philosophie, c'était, si vous prenez Gilles Deleuze, c'était fabriquer des concepts, mais c'est pas que ça. Depuis l'Antiquité, c'est une pratique qui se faisait sur l'agora, sur la place publique, dans la rue. Dans l'Antiquité grecque, dans le port du Pirée, à Athènes, les artisans, les commerçants faisaient de la philosophie, de l'éthique au quotidien. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est une pratique. Il faut pratiquer. C'est aussi ce qu'on appelle l'agilité en matière d'entreprise, c'est-à-dire qu'on arrête de décréter les choses et d'essayer d'appliquer ensuite, mais on co-construit et on fait évoluer les choses. Voilà, je ne sais pas si ça a bien répondu à la question, mais voilà, l'idée c'est ça. Oui, moi je pense qu'on peut y arriver, quoi. Mais il faut s'entraîner. Co-construire et s'entraîner tout au long dans la durée, dans l'endurance, oui.
Je vois encore une question, là peut-être plutôt pour toi, Catherine, qui a dû changer de poste et qui est là sous la casquette stagiaire, mais c'est juste l'ordinateur qui a changé, pas la fonction. Une entreprise peut-elle se baser sur une charte éthique générique, éventuellement l'adapter aux besoins? Alors, je pense que c'est important d'avoir des principes à la base qui correspondent bien aussi aux valeurs, à la culture d'entreprise. Et c'est important effectivement de l'adapter, de donner cette flexibilité, hein. Souvent, je vois des chartes éthiques qui, j'ai l'impression, qui n'ont pas été revues depuis un certain nombre d'années, qui ne correspondent plus à la réalité voilà, vécue par l'entreprise. Ouais, je trouve que c'est important de fixer ce principe d'adaptabilité et de toujours dans ce processus de co-construction, de réinterroger les différentes parties prenantes, que ce soit en interne, voire en externe, hein, les fournisseurs, les clients, peut-être d'autres partenaires de la société civile, pour voilà, justement répondre aux besoins. Hein. Comme j'ai dit, chaque règle a un besoin derrière. C'est important de comprendre le besoin de chacun et de pouvoir essayer de converger, d'avoir un peu ce rôle de médiation aussi. Hein. Je suis à la fois médiateur, je travaille beaucoup aussi là-dessus. C'est voilà, quand on commence à s'éloigner trop les uns des autres, c'est essayer de comprendre les intérêts, les positions communes et revenir vers quelque chose voilà, qui va faire sens, qui va faire en sorte qu'on va pouvoir continuer avec une charte éthique adaptée qui correspond aux besoins de chacun. Et dans cette idée, je parlais volontairement fort pour qu'on m'entende, mais dans cette idée de co-construction, on a une question de Cécile Jacquemart, comment amener des filiales à adhérer aux valeurs éthiques d'une maison mère? Et jusqu'où la maison mère peut-elle aller pour les faire adopter par les filiales? Bon, je pense que c'est important de bien communiquer, déjà, de bien communiquer hein, dans un système d'intranet ou si vous avez d'autres systèmes de communication et d'organiser des événements, j'ai envie de dire, après avoir sur quelle régularité, des événements qui vont justement permettre de partager les différentes valeurs et aussi de prendre la température, hein, donc ne pas hésiter un peu dans cette optique que je disais tout à l'heure, hein, faire un bulletin météo des valeurs peut-être aussi par filiale et voir, faire un diagnostic, un état des lieux au départ, hein, une espèce d'audit et voir quelles valeurs sont bien acceptées, sont bien intégrées, sont bien vécues et quelles autres mériteraient de retravailler ensemble pour justement converger dans le groupe hein, vers les mêmes valeurs. Merci beaucoup. Avez-vous encore une autre question à nous poser? En tout cas, je vous remercie encore une fois. Merci beaucoup Catherine et Paolo. C'est vraiment très intéressant. Merci Martine. Merci à tous. Bon, c'est malheureusement encore un événement en visioconférence. Il manque un peu l'interaction, de vous voir vos visages. Mais bon, j'espère. Malheureusement, je crois que pour le mois prochain et le mois de juin, on restera encore sur ce format. Je croise les doigts très très fort pour que nous puissions éventuellement tenir l'Assemblée générale du mois de juillet. Si possible, étant donné qu'on pourra peut-être l'envisager à l'extérieur, peut-être qu'on pourra trouver une solution pour nous voir au mois de juillet. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Vous allez recevoir dans les prochains jours l'invitation pour le prochain événement Pro RSE du mois prochain. Donc, il aura lieu le 20 mai et nous vous présenterons la fresque du climat, ou plutôt Elom, Baniba de Scheim, l'entreprise Scheim que vous connaissez, sera accompagnée de 5, il me semble, c'est ça, 5 autres fresqueurs, comme ils se disent, donc de l'association des fresqueurs du climat, pour vous montrer un peu comment existe cet outil. C'est un outil en fait qui permet de sensibiliser et d'attirer en fait l'attention de ses collaborateurs autour du changement climatique. Donc c'est un jeu qui existe depuis un certain temps, enfin, quelques années, qui fonctionne vraiment bien. Et donc on s'était dit que ça pouvait être une bonne idée de vous le présenter. Peut-être que vous en trouverez des opportunités de le répliquer dans vos propres entreprises.
Et au mois de juin, le 15 juin, aura lieu un événement sur l'emploi des salariés neuroatypiques. Là aussi, un sujet nouveau, très peu connu, donc dans la sphère du handicap invisible. Et donc, vous en saurez bientôt plus donc, à travers nos invitations et bien sûr le site internet de ProRSE. L'événement a été enregistré, donc vous pourrez revoir le replay ou le partager, et puis pour les absents également, le retrouver. Donc, s'il n'y a plus de questions, merci à vous pour vos remerciements. Merci à Catherine et Paolo, et très bonne journée à vous tous. Au revoir.